Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce rendez-vous d'On se dit tout. Je vous propose un va-et-vient entre l'image de soi, à savoir l'image psychologique que nous nous faisons de nous, celle qui est en quelque sorte dans notre tête, et puis l'image physique que nous renvoie le miroir. Les deux sont complémentaires et les deux seraient nécessaires. Alors comment donner à chacune de ces images sa place, comment les rendre complémentaires et surtout comment les réconcilier ensemble? Les détails, à tout de suite. L'être humain, un jeu d'images, on en parle avec des spécialistes, on en parle avec vous, Rabia Saber, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous Bonjour. êtes coach en développement personnel et formatrice. Et puis Mariam Filalim Knassi, bonjour Mariam. Bonjour. Vous êtes conseillère en images et communication. Tout à fait. Mesdames, Merci. vos deux approches sont peut-être différentes, mais elles sont forcément complémentaires, surtout au XXIe siècle où on connaît la force et l'impact de l'image. Alors, pour commencer, on ne va pas du tout en faire une émission philosophique, loin de là, au contraire. Mais si on devait parler de l'image de soi, l'image que l'on se fait de soi, ça serait quoi exactement pour vous, Rabia Saber? L'image, c'est une image qui est mentale. Elle est subjective. C'est vraiment, comme dans l'introduction, comme vous en avez parlé, en fait, même quand on se regarde dans un miroir, on ne voit pas forcément la véritable image que nous sommes. En fait, donc c'est une perception de qui on est. De qui on est, à la fois physiquement et psychologiquement, par rapport à notre identité, ce qu'on croit être. D'ailleurs, il y a des adolescentes qui croient être grosses. Toute l'intellectualité du monde ne ferait que conforter leur croyance dans le fait qu'elles sont rondes, alors que, tu vois, des jeunes filles tout à fait minces. Donc, c'est vraiment une auto-représentation de soi. C'est comment on se voit, comment on se perçoit. Et en même temps, comment on se perçoit, je dirais qu'après vient tout de suite après l'évaluation. C'est ça. Comment on s'évalue. Et quand on s'évalue, c'est nous par rapport, inconsciemment, c'est nous par rapport aux autres, par rapport au monde qui nous entoure. Et puis des fois on est satisfait, on n'est pas satisfait, il y a toujours un écart. Donc moi je dirais que c'est une image qui est très subjective, qui est mentale et de ce que nous renvoie ce miroir. Alors, cette image subjective du mental, mais aussi du miroir, vous confirmez, Mariam? Alors moi, j'ai une autre approche en tant que conseillère en image. Je dirais que l'image de soi, c'est comment l'autre nous perçoit. C'est ce qu'on appelle la première impression. Alors, il est important de porter une attention particulière à notre image. Et l'image que nous envoyons aux autres par notre façon de nous habiller est aussi importante que les comportements, notre savoir-vivre, nos compétences et nos connaissances. Donc, il importe de s'habiller, et ça c'est important, en fonction de notre personnalité, bien évidemment, mais aussi en fonction du type d'entreprise dans laquelle nous travaillons. Si on parle du domaine de l'entreprise. Exactement. Exactement. Mais cette image de soi, vous vous dites, elle est intimement liée à la perception de l'autre? De l'autre, oui. Et le conseil en image, c'est cela. Pour nous, c'est la première impression, comment l'autre nous perçoit, comment l'autre nous voit, à travers des composantes de l'image, que je développerai tout à l'heure. Et c'est ça le plus important pour nous. OK. Mais l'image, que nous avons de nous-mêmes à travers le miroir est alors, aussi une image... Ça se travaille, tout à fait. Mais se connaître à travers aussi quel est le message que nous allons envoyer aux autres. Donc c'est un travail à faire personnel, avec un accompagnement, avec un conseiller en image. Et c'est surtout comment l'autre va recevoir le message que nous souhaitons véhiculer. C'est ça. Rabia, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y a ce regard de l'autre, il y a ce que renvoie notre image et qui est hyper importante, je suis tout à fait d'accord avec Mariam, de la soigner, parce que c'est un outil de communication. C'est ça. On communique, même sans parler, on communique. D'ailleurs, l'étude de Merabian dans la communication, elle dit que le sens des mots, c'est seulement 7%. La façon de les dire, c'est 38%, donc l'intonation, le volume. Et alors, l'image corporelle, le langage corporel et vestimentaire, c'est 55%. Effectivement, on transparaît complètement. Mais moi, je dirais quand même qu'il y a d'abord aussi notre regard à nous, sur nous-mêmes. Après, oui, effectivement, intervient le regard des autres, parce que le regard des autres aussi,
il construit notre image de nous-mêmes. Les messages qu'il nous renvoie nous renforcent dans comment on se sent, comment on se perçoit. Moi, je dirais Mais alors, ça me renvoie justement à ma prochaine question, qui est comment se construit cette image de soi. Alors, que ce soit de l'intérieur qui nous sommes, se connaître vraiment, connaître ses émotions, parce que justement, si on doit prendre les deux approches, l'approche de Mariam, on va dire, c'est l'extérieur. Tout à fait. C'est le physique, Exact. c'est le miroir. Exact. Mais l'approche de la coach... Et le message aussi. Et le message que ça important. rend, c'est important, bien sûr. Message. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux? Quel est le message que je veux véhiculer à travers mon image? Alors ça, c'est ce qu'on va développer avec vous, Mariam. Oui. Mais avec Rabea, c'est l'intérieur. Comment cette image se construit en moi et comment on va réconcilier ces deux approches qui sont parfois, on va dire, en friction. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2018, on sait que c'est extrêmement important qu'elles soient toutes les deux complémentaires et sur la même voie. Alors, cette image de soi intérieure, qui je suis, comment me connaître vraiment, comment connaître mes émotions, comment elle se construit? Elle se construit depuis la première enfance, je dirais, par les parents, les éducateurs, au boulot, tous les messages qu'on a reçus et tous les modèles aussi, le regard des autres sur nous. Elle se construit par aussi l'impact du regard des autres sur nous, dans la mesure où le modèle qu'on nous renvoie, par exemple, quand une maman dit à son enfant « Mais non, toi, tu ne peux pas faire ça ». Ton frère, oui, il est grand, il peut, mais toi... Donc, c'est des messages qui vont construire aussi l'image qu'on aura de nous-mêmes. Elle se construit, je me dis, moi, par l'expérience qu'on a, par l'enfance, les éducateurs, notre vie, notre expérience. Petit à petit, on se construit une image. Et le plus marrant, c'est qu'on croit que ça, c'est nous, jusqu'au jour où, par exemple, cette image nous fait souffrir. Et là, comme elle a dit Mariam tout à l'heure, on pourrait faire par un accompagnement cette réconciliation. Mais des fois, quand cette image nous conforte, on y va. Il y a des personnes qui se croient hyper intelligentes et puis elles se marchent en étant hyper... Mais elles ne le sont pas véritablement. Peut-être qu'elles ne le sont pas. C'est ça. Elles ne sont pas. Ou alors il y a une certaine arrogance qui se met en place alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Exact. Donc c'est le modèle qu'on nous renvoie, c'est le regard qu'on a sur nous. Et ça fait que ça renforce une image qui est peut-être positive ou négative sur nous-mêmes, sur nos capacités. Mais elle reste très subjective parce que la perception que nous avons de nous-mêmes, de nos compétences, de nos capacités, je ne parle pas du physique, mais vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment purement subjectif parce que vous pouvez demander à une autre personne qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas moi, de Yasmine, eh bien c'est peut-être pas du tout ce que je pense moi de moi-même. C'est ça. Alors... Bon, je ne veux pas du tout en faire une émission philosophique, mais finalement, l'image de soi, c'est quoi exactement si c'est purement subjectif? Comment savoir qui je suis vraiment? Oui, justement, il y a ce que je crois être et ce que je suis réellement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand cette image nous conforte, elle nous plaît, on est bien, on est épanoui, on est heureux, on est serein. Ok, c'est super. Mais si cette image nous fait souffrir, c'est là où il y a vraiment un hic. Et puis, c'est là où il faut, je pense, remettre en question. Est-ce que je suis réellement incapable de faire ça? Et si j'osais le faire? Et si je prenais les choses en main? C'est ce qui pousse certaines personnes au défi. Je sais que vous êtes aussi une femme de défi, Mariam, vous êtes conseillère en images et communication, donc vous êtes aussi une femme de défi. Oui, tout à fait. De marathon, de semi-marathon, de tout, de tous les défis. Mais c'est vrai que c'est un défi. Moi, j'ai une approche totalement différente. C'est ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on a deux, en tant que coach et conseillère. Moi, c'est l'extérieur et elle, c'est l'intérieur. Mais effectivement, s'apprendre, se connaître de l'intérieur, ça permet vraiment un grand travail. D'ailleurs, je l'ai fait moi aussi. Ça a été mon coach, Rabea. Donc, elle m'a aidée à être bien de l'intérieur. Et quand on est bien de l'intérieur, ça se montre, ça se voit de l'extérieur. C'est important. Moi, je voudrais juste rajouter, je m'excuse de t'interrompre, Yasmine, juste rajouter que par rapport à ce que dit Mariam, effectivement, quand on a une image de soi qui est positive, alors quand on se voit, on accepte son corps. Comment il est à ce moment-là. On est bienveillant avec son corps. On lui donne des capacités. Je suis légère, je suis agile, je peux faire des choses. Je crois en lui. Je suis bienveillante. Par contre, quand on a une image de soi qui est vraiment négative, on se trouve trop gros, comme je dis, l'adolescente qui se trouve hyper grosse alors qu'elle a juste des petites rondeurs qui lui vont hyper bien. On ne s'aime pas. On va passer par la chirurgie pour changer plein de choses.
Et des fois, ça arrive jusqu'à l'extrême. Il y a des personnes qui passent par le bistouri pour arriver à ressembler à leur idole. Alors là, j'interviens parce que ça se bascule. Exactement. Donc moi, je vous dirais quand même répondre à la question comment se construit l'image. En tant que conseillère en image, je dirais qu'il y a des composantes de l'image pour nous. Alors quand on voit une personne, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit d'abord sa posture. Ok, je me redresse. Oui, c'est la première des choses qu'on voit, cette posture, si elle est par exemple rigide, si elle est énergique, si elle est paresseuse, et c'est important. Et on voit aussi sa poignée de main. C'est un non-verbal qui est extrêmement important et qu'on néglige des fois. La poignée de main, elle nous montre si cette personne est plutôt molle ou rigide ou autoritaire. D'accord. Et puis, il y a une troisième, homme ou femme. Et il y a une troisième composante qui est aussi importante, c'est l'expression faciale. Et ça, j'y tiens. Je tire l'alarme et je dis que l'expression faciale est importante parce elle peut être franche, elle peut être souriante, et c'est la meilleure. Elle peut être directe, insistante. Et il y a une autre composante, le vocabulaire. Ça fait partie de l'image de soi. Donc le vocabulaire, il peut être recherché. D'abord, des fois, on dit « Ah oui, ce monsieur ou cette dame, elle a sa façon de parler, elle a un vocabulaire très précis, elle a un vocabulaire recherché, timide, des fois. » Donc voilà. Le regard aussi est une composante de l'image de soi. Donc le regard qui peut être fuyant, il peut être direct, ça aussi on tient compte. Et pour terminer, je parlerai de la tenue vestimentaire. Elle est importante. Rien qu'en voyant la tenue vestimentaire, on sait que cette personne peut être négligée ou très à la mode ou traditionnelle ou classique. Alors tous ces éléments que j'ai cités font partie, c'est la signature, ce qu'on appelle la signature de la personne. C'est l'image de soi. Alors, souvent, on me pose la question, mais pourquoi s'en soucier finalement? Moi, puisque je travaille énormément dans le monde professionnel, je dis que c'est important de faire attention à cette signature, qui est chacun de nous a sa signature. Pourquoi? Parce que d'abord, ça exprime son professionnalisme. Dès qu'on rencontre quelqu'un dans le monde professionnel et qu'on voit cette signature qui est travaillée, et donc ça exprime son professionnalisme, ça exprime aussi, ça inspire confiance. Rien de mieux que de rencontrer quelqu'un directement, et ça nous arrive des fois quand on rentre dans une institution financière ou quelqu'un avec qui on va faire une petite affaire, et quand on a cette signature qui est positive, donc directement ça inspire confiance. Et puis pour une meilleure communication aussi, on communique mieux avec des personnes qui représentent cette signature positive et se sentir mieux. C'est le bien-être. C'est ça. Alors, on va détailler tout à l'heure tous ces points-là, comment se mettre en valeur, parce que c'est important. Mais lorsque, justement, Mariam, vous nous défiliez les différents points liés à l'image de soi, la poignée de main, le regard, tout ça finalement, est intimement lié à comment je me considère et quelle est l'image que j'ai de moi-même. C'est-à-dire, si j'ai un regard fuyant, c'est que je peux être timide, c'est que je peux manquer de confiance en moi. Donc, mon image intérieure n'est pas très bien, n'est pas très valorisante. La poignée de main molle, tout ça est intimement lié à comment je suis de l'intérieur. Tout à fait. Alors, c'est là où j'ai une limite, moi, en tant que conseillère en image. Quand j'accompagne une personne qui a besoin de s'affirmer dans cela et que je vois qu'il y a un problème de l'intérieur, parce que la différence entre un coach et un consultant, le coach pose des questions, le consultant donne des réponses. Donc, et là, il y a une limite pour le conseiller. Je dis, là, il faudrait peut-être se diriger plus. Creuser un peu plus. Un peu plus. Et donc, je le dirige vers un coach. Et c'est ça. Donc, nous, en tant que conseillère, on se limite de l'extérieur. Donc on donne, parce que c'est des étiquettes, comment se comporter, notre posture, notre façon. Mais tout ce qui est l'intérieur, c'est notre limite. Vous avez parfois des clients, des clientes qui vont fondre en larmes quand ils vont découvrir, par exemple, que c'est leur corps, que c'est leur silhouette, qui peut être beau, qu'elle peut être belle, qu'elle peut être mieux. C'est magique. Oui, c'est un travail passionnant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui arrive, peu de gens prennent le temps d'analyser vraiment la forme de leur corps. Des fois, c'est à la limite, elles se regardent, les femmes, juste pour se brosser par exemple les dents ou se maquiller, les hommes pour se raser, mais vraiment prendre le temps de se regarder. Quelle est la forme de ma silhouette? Mais malheureusement, quand on prend le temps de nous regarder, c'est pour regarder ce qui ne va pas pour regarder ce qui va. C'est ça, en fait, on met en valeur notre corps. Notre rôle, nous, en tant que conseillers, c'est-à-dire qu'on regarde le corps, on analyse la forme naturelle, que ce soit le visage et le corps, et
tout en restant à l'écoute de la personne. Nous ne sommes pas dans le relooking du tout. C'est un conseil en image professionnel. Donc, restant à l'écoute, on comprend le message que veut véhiculer la personne. Je donne un exemple, une personne qui est satisfaite par ses grandes épaules ou par ses hanches ou par ses longues jambes, on va l'écouter, on va porter d'autres corrections qui vont la valoriser. Donc, et ça, je peux le dire aussi, c'est important aussi pour les gens qui sont malades aussi, pour qu'ils passent des thérapies ou et ça revalorise leur image parce que des dépressions, des fois, ça les met en valeur à l'extérieur et ils se voient d'une façon différente qu'ils ont. Exact. Mais nous restons toujours à l'extérieur. Tout ce qui est en profondeur à l'intérieur, nous ne le touchons pas. Alors justement, oui, Rabia. Et pour rebondir sur ce que dit Myriam, parce qu'on reste à l'extérieur, et tout à l'heure, elle a donc parlé de morphologie, de posture et tout ça, bien sûr de gestes. Ben, ça renvoie aussi à ce qui se passe à l'intérieur, comme tu as dit, Yasmine. Quand je jette une main comme ça, toute molle, ben derrière, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'estime, de soi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance en soi? Et donc, moi, je dirais, c'est vrai que ce que nous renvoie à l'extérieur, c'est, on dirait, notre carte de visite personnelle, mais elle nous renvoie aussi sur ce qu'il y a à l'intérieur, notre valeur, notre statut social, tout ce qui émane de l'extérieur, il a aussi un lien avec... ça nous donne aussi des informations sur le statut de la personne, son niveau social, ses valeurs. Voilà, vraiment plein d'informations qui renvoie donc à qui elle est au fond. Voilà. Alors, on va revenir à l'adulte, mais si vous permettez, on ouvre une parenthèse par rapport à l'enfant. Et souvent, donc, différents spécialistes l'ont dit sur ce plateau, beaucoup de choses vont se construire pendant l'enfance et c'est ce qui va faire que l'adulte, plus tard, pourra vraiment se connaître. Dernièrement, nous faisions une émission sur les émotions et Amal Hassoun, qui était sur ce plateau, disait « Beaucoup d'adultes aujourd'hui ne savent pas parler de leurs émotions, ne savent pas exprimer quel ressenti. Donc, comment se connaître ? Comment construire cette image de soi lorsqu'on est incapable de mettre des mots sur ses propres émotions? Donc, on va ouvrir la parenthèse de l'enfance, de la construction de l'enfance, pour, si c'est possible, orienter, on va faire de la guidance parentale, orienter les parents sur comment construire, comment aider cet enfant à construire cette image de soi. Comment valoriser l'être humain en lui. Eh bien justement, le valoriser, faire très attention en tant que parent. Mais ne pas le narcissiser. Non, non, pas du tout. C'est ça. C'est quoi la nuance? Parce qu'aujourd'hui, on est des parents très avertis et on peut voir des dérives. C'est-à-dire, on a tellement envie de bien faire avec nos enfants que c'est des couches et des couches de peinture. Donc, comment rester, on va dire, dans la valorisation positive sans aller vers l'excès, tout en ramenant l'enfant aussi à ce qui pourrait améliorer? Déjà, de ne pas critiquer, on va dire, de ne pas porter un jugement sur la personne, mais sur le comportement. Okay. Ce que tu as fait n'est pas bien. Mais ce n'est pas toi qui n'est pas bien, ce que tu as fait. Donc déjà, être vigilant par rapport à ça. S'il ramène de mauvaises notes, par exemple, dire « t'es nul, regarde ton frère, le comparer à son frère et tout ça ». Donc moi, je pense qu'en tant que parent, c'est vraiment le moment idéal de construire un adulte serein et épanoui. Parce qu'on a entre nos mains un capital, quoi. Et d'être vigilant par rapport au message qu'on transmet. Alors, tu vas me dire, c'est trop simple, des fois on sort de ses gonds et tout ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi je dis, quand on sort de ses gonds, on va faire un tour avant de porter un jugement sur l'enfant. Avant de dire tu es nul. Avant de dire tu es nul. D'aller faire un petit tour de... Parlons d'émotion. Quand on change d'émotion, on change de posture, on change aussi d'état émotionnel. Et donc, on prend un peu de recul. Avant de... Voilà, moi ce que je conseillerais, bien que là, un coach n'est pas dans le conseil, mais en tant que parent, de vraiment prendre du recul quand on sent que ça monte. Que ça monte, c'est ça. Attention, je vais juger le comportement. Là, c'est pas bon. Et bien sûr, on n'est pas dans le narcissisme du tout, on n'est pas dans le bisounours, tu n'es pas excellent, tu n'es pas le meilleur, c'est pas vrai. Tu es un être humain avec des capacités et lui faire reconnaître ses capacités. Et lui faire reconnaître ses limites aussi, c'est important. Et ses limites. Pour ne pas rentrer dans cette histoire de narcissisme. Oui. Mais dans les limites, juste peut-être l'aider si c'est des limites qui sont...
on va dire, importante dans son épanouissement, l'aider à les dépasser aussi. C'est ça. L'aider à les dépasser. Lui montrer la voie. Oui. Mariam, par rapport à cette guidance parentale, et par rapport vraiment à votre métier à vous de conseillère en images et communication, on voit beaucoup de petites filles surtout qui sont, on va dire, trop féminisées et trop tôt par rapport à cet accompagnement, construction de l'image de soi. Ces petites filles très tôt maquillées, très tôt habillées comme des grandes, très tôt parfois dans des événements sur des talons. Est-ce qu'aujourd'hui, ça contribue aussi à construire, d'une manière ou d'une autre, l'image de la future femme, mais est-ce que ça ne serait pas pour vous brûler les étapes? Je vais peut-être vous surprendre un petit peu, c'est que je fais des petites formations pour les enfants et pour les adolescents aussi, et les enfants adorent jouer les rôles des adultes. Donc déjà, pour eux, le fait qu'on les prenne pour des adultes, ça leur plaît. Moi, ce que je dirais, c'est laisser l'enfant vivre son enfance, tout simplement. Par contre, je suis très à cheval sur tout ce qui est posture, tout ce qui est comportement, tout ce qui est... Parce que je leur apprends aussi la poignée de main, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faut qu'ils fassent la bise aux adultes ou non. Ce sont des petits détails qui vont les aider plus tard, et déjà, ils se forment petits à faire la différence du comportement, de leur comportement. Donc ça, je trouve que c'est important. Les parents devraient laisser des conseillers pour ça, et ça marche très très bien. Ça les aide, on voit que les enfants changent. Je vous donne un exemple. Quand je reçois des enfants, ils ont tendance à baisser les yeux et avoir la tête vraiment baissée, ils ne regardent, alors que non. Je leur apprends à se dresser, à regarder la personne droit dans les yeux et à avoir beaucoup d'estime à l'autre. C'est important. Donc ça, je trouve que les parents... Et puis, il y a une chose que je voudrais souligner. C'est quand je fais un conseil en image aux adultes, souvent quand on trouve les couleurs qui les illuminent en colorimétrie, ils me disent « Ah non, moi je ne peux plus porter du rose parce que pendant mon enfance, ma mère... ne mettait que du rose. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un ancrage, des fois négatif. Et donc, il faut peut-être faire attention. En tout cas, maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience des parents et je suis très contente. Je reçois même des adolescents qui font... Qui s'habillent en rose? Non, je veux dire qui font un accompagnement. Oui, mais cette histoire de petite fille femme, ça ne vous dérange pas en tant que spécialiste de l'image? Moi, ça ne me dérange pas, du moment que ça ne soit pas cette vraiment... hyper-féminisation de la petite fille? Moi, si la petite fille, elle se sent bien. Si mais elles adorent les petites filles, c'est sûr qu'elles adorent. Mais justement, en tant que spécialiste, et vous aussi, Rabea, en tant que coach, est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Moi, je dirais qu'il faudrait faire attention. Moi, l'image de soi, l'image de l'extérieur, si la petite fille, du moment elle se sent bien, à l'aise... Mais elles adorent. Moi, je ne vois pas où est mais justement, la petite fille ne va faire qu'adorer ça. Mettre du vernis, mettre du rouge à lèvres. Oui, d'ailleurs, on le voit maintenant avec tout ce qui est Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont pas être... qui ne seront pas d'accord avec vous. Moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Partir à l'école comme ça Non, partir à l'école. Alors mettez les limites, rassurez-nous, dites-nous que vous êtes... Oui, moi-même, les limites, oui. À l'école, on ne va pas mettre de vernis, de couleur ou de rouge à lèvres. Il y a certaines étiquettes à respecter. Et ça, c'est mon rôle aussi. Donc, quand on fait une formation, je leur transmet ce message. Moi, c'est de ça que je parle. Les vacances, on est d'accord. Maintenant, en jouant, ou des fois, les petites filles, elles aiment bien jouer leur rôle, etc. Maintenant, non. À l'école... Voilà, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a une limite. Ah, merci madame, ça me rassure. Oui, tout à fait. Maintenant, pour jouer, c'est ça. Si elle veut acheter une palette de maquillage, etc. Au contraire, pour les vacances. Par contre, pour les vacances, au contraire, ça permet de s'épanouir, de connaître, ça fait du bien. Par contre, à l'école ou durant... À l'extérieur, de façon générale. Non, c'est un respect. Voilà. On est d'accord, mesdames. Tout à fait. Parfait. Alors, on marquait une courte pause. Vous avez parlé de colorimétrie, Mariam. On va découvrir ce que c'est juste après cette pause. Et on va parler aussi de santé bucco-dentaire dans quelques instants avec le docteur Karim Sfieni. À tout de suite.
Allez, de retour pour cette discussion autour de l'image. L'être humain, jeu d'image entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que je dégage de l'extérieur avec deux spécialistes. On en parle avec Rabia Saber, coach en développement personnel et formatrice. Et puis avec vous, Mariam Filali Meknassi, conseillère en image et communication. Mesdames, merci beaucoup d'être là pour nos téléspectateurs. Alors, juste avant la pause, Mariam, on parlait de colorimétrie. Et en fait, notre équipe vous a rendu visite dans votre atelier où vous travaillez et on va voir en images de quoi il s'agit. La colorimétrie, c'est l'étude des couleurs qui subliment un visage, le mettent en valeur et l'illuminent. Alors en conseil en image, il y a 3 principales techniques. La première technique, c'est ce qu'on appelle la technique qui est très simple des 4 saisons, donc relative aux 4 saisons, donc l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Il y a une autre technique qui s'appelle les 8 saisons, qui est encore un petit peu plus développée. Et puis il y a celle que j'adore, c'est la méthode harmonique. Alors elle est un peu plus longue, mais elle est efficace et sûre. La technique, on fait d'abord ce qu'on appelle la température, c'est-à-dire est-ce que c'est une couleur chaude ou couleur froide. Deuxième chose, on va voir le clair-obscur, c'est-à-dire si on est plutôt sublimé par des couleurs sombres, moyen sombre ou clair. Et puis la troisième direction, moi tout ça j'appelle ça des directions, c'est la saturation, c'est-à-dire la luminosité de la couleur. On peut être sublimé par des couleurs vives, lumineuses, pastel lumineuses, jusqu'à adoucies. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est une véritable opération, Mariam Filali. C'est une véritable intervention. C'est ça. C'est une superposition de tissus Tout à fait. D'abord, vous déterminez si la personne est de temps froid ou... Voilà, on voit d'abord la température, c'est la première direction. Alors, ce sont des directions. On peut porter toutes les couleurs, sauf que, bon, il y a certaines couleurs qui illuminent notre visage. Il faut savoir que notre visage est la principale sphère de communication. Donc, les couleurs que nous portons au près du visage, ils peuvent les illuminer. Donc, ils atteignent, on voit moins les traits de fatigue, les zones d'ombre. Et donc la première direction, c'est la température. Température déterminée ou froide. Donc, dorée ou argentée. Dorée ou argentée. Donc chaude, ça veut dire avec des teintes du jaune, et argentée, c'est-à-dire du teinte du bleu. Et après, vous superposez On superpose. Alors ça, c'est la première direction. Et puis, alors vous avez vu un peu dans le reportage que je le fais d'abord, j'observe énormément. J'observe le teint, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Je vois même le teint après, parce que des fois on est bronzé. C'est donc, ça, donc sur l'intérieur du poignet. Et donc il y a beaucoup d'observations. Et la deuxième direction, ça veut dire on peut être des couleurs sombres à clair. Moi, je dis souvent, moi personnellement, les formations, je les fais d'abord pour moi. Moi, je pensais que en été, on va porter les couleurs claires et puis en hiver, les couleurs sombres. Pas du tout. Quand on a des directions, on peut les porter en hiver, dans toutes les saisons. Donc, comme en été. Comme en été, exactement. Des couleurs sombres à claires. Et puis, la troisième direction, c'est ce qu'on appelle la saturation, des couleurs vives à pastel. C'est ça. Qu'est-ce qui nous va le mieux? Qu'est-ce qui nous va le mieux? C'est des directions que la cliente ou le client suivent et partir de là. Et c'est important en milieu d'entreprise? Parce que vous intervenez en milieu d'entreprise principalement. C'est important parce que, comme nous communiquons tout le temps, je vais donner un exemple dans le domaine financier, par exemple, et juridique. Alors, la couleur est importante. C'est des couleurs, ce qu'on appelle, c'est des domaines conservateurs. Donc, les couleurs conservateurs, ça va être le noir, le gris, le bleu, le taupe. Donc, utiliser des couleurs sombres, ça montre vraiment des endroits conservateurs, professionnels, même dans le cadre managérial. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que chaque domaine d'entreprise a ses couleurs qui les représentent. C'est ça. Par exemple, les avocats, c'est pas pour rien si la toge est noire. D'accord. Ça veut dire que c'est un domaine autoritaire. Okay. Maintenant, quand on est journaliste ou on travaille dans le web, etc., c'est autre chose. On peut se permettre plus de couleurs. Voilà. Et moi, quand on travaille les couleurs avec les clients et les clientes, après, il y a ce qu'on appelle la psychologie de l'image, c'est-à-dire l'intention. Moi, aujourd'hui, je porte du gris. C'est avec intention. Alors, ce n'est pas là une couleur qui me valorise, puisque moi, je suis de couleur chaude, par contre, c'est une couleur froide. Mais mon intention est, je veux montrer sobriété, neutralité. Alors le gris, il a un message, donc ça veut dire qu'on peut compter sur moi.
Donc, c'est l'image que vous voulez que je donne, voilà. Ça. Et puis, des fois, c'est monotone, le gris. Alors, j'ai essayé de sortir. J'aurais pu très bien mettre quelque chose de rouge pour montrer que je suis dans l'action, mais non. J'ai préféré mettre des perles pour montrer que je suis très traditionnelle et c'est un message que je veux donner. Donc, tout est dans l'intention. Et c'est ce que je veux avec voilà. C'est qu'aujourd'hui, je veux qu'on s'habille avec, en connaissant sa morpho-silhouette, en connaissant son morpho-visagisme, en connaissant son style et après... Et en connaissant aussi le code des couleurs. Le code des couleurs, c'est important parce que chaque couleur est important. Je vais donner un exemple. Dans le domaine politique, par exemple, ceux qui montent, les politiciens, quand ils montent sur scène, on écoute, mais on voit. Et les couleurs qu'ils portent, je citais pas le nom d'un monsieur qui porte toujours une cravate rouge, c'est très significatif. Ça veut dire que je suis un meneur et je ne le suis pas. Ou du vert, par exemple. Ça va être plutôt dans le vert, la nature, etc. Okay. Et je dis aussi, je vais donner un exemple, quand je travaille par exemple avec un professeur qui a tendance à mettre, par exemple, qui a avec des enfants. Donc il faut qu'il utilise des couleurs qui vont attirer les enfants. Encore une fois, je vais rappeler les gens d'un monsieur, un directeur qui portait toujours une cravate avec des couleurs, c'est pour être très proche, très communicatif. Okay. Donc chacun de nous... C'est tout un monde, c'est une vraie culture. Alors ça, c'est comment se mettre en valeur de façon, on va dire, extérieure, par l'habit, mais il y a aussi comment valoriser, comment donner plus de valeur à qui nous sommes. Comment, Rabea ? Comment donner plus de valeur à qui nous sommes, c'est un vaste sujet. Mais c'est une belle clôture pour l'émission. Oui, c'est une belle clôture pour l'émission, dans la mesure, alors, se mettre en valeur, c'est se regarder. Moi, je prends la métaphore du miroir, mais même sans qu'il y ait ce miroir, et de regarder un petit peu tout ce qu'on a accompli, de regarder derrière soi le chemin parcouru, les succès. Voilà, donc pour renforcer en fait cette confiance en nous, dans notre potentiel, dans notre capacité, dans qui nous sommes. Et se mettre en valeur, pour moi, c'est vraiment se regarder, se dire bah waouh, quand même, t'as fait plein de choses. Tu peux être fier de toi. Souvent, en écoutant beaucoup de personnes, en échangeant autour de ce sujet, et bien sûr, on n'est pas là pour fustiger les parents, absolument pas. Chacun a fait comme il a pu. Il y a une génération, il n'y avait pas d'informations sur l'éducation des enfants. Et il n'y a pas de mode d'emploi. L'enfant n'arrive pas avec son mode d'emploi. Donc les parents faisaient comme ils pouvaient. Et il y a, c'est vrai, des générations qui n'ont pas grandi dans cette valorisation de l'enfant, de l'individu, etc. Et vous avez beaucoup de jeunes personnes, aujourd'hui, des trentenaires, des quadras, qui vous disent, moi, j'ai commencé à me connaître lorsque je suis arrivée à ma trentaine ou lorsque j'approchais de la quarantaine. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai su qui j'étais vraiment. Donc, quand même, on met du temps à se connaître et on met du temps à se valoriser. Et parfois, eh bien, ça donne des crises de la quarantaine assez bruyantes. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'adolescence, qui dure des fois longtemps pour des jeunes garçons, plus que les filles. Les filles, elles sont matures plus rapidement. C'est une zone d'énormément de turbulences. On se cherche, on se prend des looks, on revient en arrière, on se fait des piercings. Effectivement, on commence vraiment à s'apaiser, voilà, vers les 25-30 ans pour les jeunes filles, et puis peut-être des fois un peu plus tard pour les garçons. Pour les garçons, exactement. Je regarde pour les vêtements aussi, pour les adolescents. Ouais. Des fois, aujourd'hui, pour les jeunes adolescents, je leur montre comment s'habiller quand ils vont, par exemple, passer un oral ou passer parce que finalement, ils ne font pas la différence. Donc là, on revient aux limites un peu... Voilà, ils ne le savent pas, tout simplement. Ils ne connaissent pas la limite. Surtout qu'à cet âge-là, ils ont un code vestimentaire assez particulier. Ils ne connaissent pas trop leur corps. Voilà. Ils écoutent. Ils s'aiment pas. Mais ils écoutent. Ils écoutent et ils sont très sensibles. Ça aide quand même pendant une crise d'adolescence un adolescent, une adolescente à connaître son corps. Il y a une prise de conscience, on fait plus attention. Et puis après, s'il découvre son style, il y a un respect. Mais il peut, voilà, c'est l'intention après. Après, il va savoir, quand il va aller chez sa grand-mère, il ne va pas mettre certaines choses, ou quand il va aller à l'école aussi, mais quand il va aller voir ses amis ou en vacances, il va se lécher. C'est ça, en fait, le conseil. C'est se connaître ses atouts, et après jouer. Et quand on prend conscience qu'on peut jouer, ça, c'est bon.
on se connaît. Et je trouve excellent le fait donc de venir voilà, pour l'image. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment une zone de turbulence où on ne s'aime pas trop, on n'aime pas notre corps. Et donc là, de le regarder d'une autre manière, de savoir qu'on peut améliorer le style vestimentaire, de nous mettre en valeur, c'est un petit coup de pouce là, pour ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je vais juste partager quelque chose, c'est que chaque fois que j'ai des clientes, quand je fais un conseil, première des choses, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, mais je suis en plein régime, je vais perdre 5 kilos bientôt. Et après, à la fin du conseil, on ne parle plus de la perte du poids. C'est-à-dire qu'on arrive à corriger certaines, et elle se sent beaucoup mieux, finalement, je les perdrai, mais à l'aise. Voilà, exactement. Ce n'est plus un obstacle. C'est plus un défi dans la mesure où je me suis acceptée. Voilà, j'accepte mon corps. Et d'ailleurs, on voit des personnes qui sont bien rondes et qui sont adorables. Et tout le monde les adore. Et elles sont bien dans leur corps. Dans la souplesse. Bien sûr, voilà, c'est s'accepter plus qu'être accepté par l'autre. On peut être ronde, fine et adorable, pas adorable. C'est pas là le problème. On a l'équilibre, elles voient ce qu'elles acceptent, ce qu'elles n'acceptent pas, et on les corrige par les vêtements et par les styles. Et puis après, il y a un équilibre. L'image de soi, cette image de l'intérieur qui va se refléter par un bien-être extérieur. C'est l'équilibre parfait. Merci beaucoup, mesdames, pour votre contribution, pour nos téléspectateurs. Rabia Saber, coach en développement personnel et formatrice, et Mariam Filalim Knassi, conseillère en images et communication. Moi, je reste avec les téléspectateurs. On va parler santé bucco-dentaire. Et en fait, pour compléter cette thématique de l'image de soi, que ce soit cette image intérieure ou extérieure, eh bien, aujourd'hui, les spécialistes de la santé insistent sur l'importance du sourire. Le sourire fait partie intégrante de soi, de son image, de ce que l'on veut communiquer aux autres. Et on fait le point aujourd'hui sur la santé bucco-dentaire avec vous, Dr Karim Sfiani. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de m'inviter et d'inviter le sujet dentaire et le sujet du sourire dans votre plateau. Eh bien, c'est très important parce qu'au-delà de l'esthétique, c'est véritablement de la santé bucco-dentaire que nous allons discuter aujourd'hui, mais ça passe par une bonne hygiène et ça passe par une bonne structure et ça passe par de bons soins. On va détailler tout cela avec vous. Le sourire est très important, mais le sourire ne peut pas être artificiel, il se construit. Il se construit par une hygiène. Exactement. Et c'est ça que nous allons discuter avec vous, Dr Karim Sfiani, spécialiste justement dans la question. Vous êtes orthodontiste, absolument. Alors, d'abord, quand on parle de santé bucco-dentaire, docteur, qu'est-ce qu'on entend par cela? Alors, premièrement, santé bucco-dentaire, il y a deux volets. Il y a le volet santé, qui a rapport avec la santé de tout le corps. Il y a le volet esthétique. Exact. Il y a le volet esthétique du sourire. Donc, il y a deux grands volets. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas tendance à privilégier le volet de l'esthétique sur le volet de la santé, de l'hygiène? Oui. On s'achète un sourire alors qu'on n'a pas forcément pris soin de sa bouche, de sa dentition pendant plusieurs années. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives. Il y a tout ce Hollywood smile, etc. Mais on s'achète un sourire, on ne s'achète pas une hygiène. Exactement. Là, je vous remercie de relever ce point parce que... il y a le blanchiment, il y a les facettes, il y a tout ça, mais derrière, en bas, qu'est-ce qui se cache? Alors, le sourire, premièrement, lorsqu'on a un beau sourire, lorsqu'on sourit, on est heureux. On est ce qu'on appelle les feeling good hormones. Ça veut dire les hormones de se sentir bien. Il y a une sécrétion des hormones. Exactement. Des hormones du bonheur. Deuxièmement, c'est contagieux. Le sourire est contagieux. Le sourire est contagieux. Ça veut dire qu'on se sent bien. Non seulement on se sent bien, mais l'autre personne se sent bien. Deuxièmement, le sourire est la chose la plus importante. Vous savez, la société, il change. Il devient de plus en plus une société basée sur l'image. Exact. Et bien sûr, tout le monde fait des interventions esthétiques, chirurgie plastique et tout. Le sourire est la chose la plus importante. S'il y a quelque chose à faire pour l'apparence, pour l'image, c'est le sourire. Parce que c'est... Mais rassurez-moi, docteur, quand vous dites c'est le sourire, c'est construire son sourire. Ce n'est pas acheter un sourire plus tard. C'est ça. Parce que le sourire, ce n'est pas une chose qu'on va réparer
en un jour au lendemain, généralement. Moi, je parle d'un sourire, sourire naturel. Naturel, Ce n'est pas quelque chose que tu vas acheter ou tu vas réparer. Un jour, tu as envie de le réparer, de l'acheter. Tu peux, mais le sourire naturel, ça s'entretient toute la vie. C'est ça. Ça s'entretient toute la vie et dès l'enfance. Exact. Alors, le sourire dans plusieurs pays, ça reflète la personne. Et parfois, ça reflète de l'éducation de cette personne. Parce que ça reflète le style de vie, mais ça reflète l'hygiène de vie pendant une bonne période, pendant des années, des années, des années. Exactement. Alors, avant de parler de cette éducation pour une santé bucco-dentaire chez l'enfant et chez l'adulte, je vous propose de faire un tour d'horizon de ces maladies bucco-dentaires les plus répandues et celles que l'on peut éviter par une bonne hygiène de vie. Alors, premièrement, toutes les maladies bucco-dentaires, elles peuvent être... Évitées ? Oui. Prévenues ? Ah oui. Donc, on peut... Toutes les maladies. C'est ça. Deuxième chose, il y a une règle, on est responsable 100% de son sourire. Responsable. Alors, le tour des maladies, c'est bien sûr les caries très, très fréquentes. Caries, oui. Très, très fréquentes. On peut éviter ça par une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène... Une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène chez soi. Exactement. Notamment un brossage régulier, toujours, et 2 fois 2 minutes. C'est important, c'est 2 fois 2 minutes. Et pas uniquement ça, l'utilisation de fil dentaire. D'accord. C'est hyper important. Il y a une règle qui dit, si tu te brosses bien les dents, vous aurez quand même des caries. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la nourriture qui reste entre les dents. Exactement. Il y a une règle qui dit ça. Si tu te brosses bien les dents pendant une période de temps, vous finissez par avoir des caries. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas le fil dentaire. Et là, le brossage, ça... Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Donc, pathologie commune, la C'est carie. les caries. Quoi d'autre ? Autre pathologie, c'est la pathologie de gencive. C'est ça. Ça, c'est très fréquent. Et ça concerne l'adulte. Vous savez, un adulte de 45-50 ans, s'il a un beau sourire, s'il a une bonne gencive, ça veut dire que toutes ces années, il a entretenu son sourire. C'est ça. C'est pas... It's not one short time. C'est pas une chose que tu vas faire une fois. C'est toute ta vie que tu dois entretenir. Mais aujourd'hui, docteur, quand vous recevez des patients et que vous leur parlez de ça, je sais que vous êtes très investi dans la communication médicale vis-à-vis de vos patients et vis-à-vis du grand public également. Est-ce que vous n'avez pas en retour des personnes qui vous disent « Oui, bon, au pire des cas, je ferai un blanchiment. Au pire des cas, on posera des facettes ». Oui. Vous avez ces réactions ? Ah oui, on a ces réactions. Mais il y en a qui... Ça commence à une tendance à ce que tout le monde veut garder son sourire naturel. Ça commence. À éviter les facettes, à éviter le surtraitement esthétique. C'est ça. Il y en a beaucoup qui veulent éviter ça. Et ça commence. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Parce que même si on rétablit un beau sourire et si on s'achète, mais si on se fait des facettes, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, il faut les entretenir. Ah oui, il faut les entretenir. Une fois, sur une autre émission, une spécialiste me disait, mais tu sais, Yasmine, aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils se posent des facettes, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de se brosser les dents. Ah non. C'est ça. Ah non, ça Vous avez rencontré ça aussi, docteur ? Ah oui. C'est vrai ? Oui, bien sûr, parce que... Mais pourquoi les gens ont autant de problèmes avec l'hygiène ? Avec la brosse à dents et le dentifrice, c'est l'eau. Vous savez pourquoi ? Dites-moi, docteur. C'est un problème d'habitude. Ils ne se sont pas accrochés aux bonnes habitudes le plus tôt possible. C'est une question d'éducation, non ? C'est une question d'éducation. Moi, notre objectif, c'est que la génération, nos enfants n'auront pas de problème. Ça, c'est il faut pour que nos enfants n'auront pas de problème dans l'avenir, il faut que ça se commence maintenant. C'est ça. On va arriver dans un petit moment à vos recommandations, si vous le permettez. Mais vous me disiez en off qu'un sourire, c'est difficile d'avoir un sourire et c'est encore plus difficile de le garder. Oui. On dit it's harder to have good smile, but it's even harder
to keep it. Exactement. C'est difficile d'avoir un beau sourire, mais c'est aussi difficile de le garder. De le garder. Et ça, il y a les gens ne le comprennent pas. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils croient que le sourire, c'est stable, mais en fait, le sourire, ça vieillit. C'est ça. Oui, ça vieillit avec l'âge. Les couleurs des dents ne sont pas les mêmes, la gencive, elle se rétracte, il commence à bouger, et ce n'est pas stable. C'est comme toute... Donc il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler déjà garder un l'effort. capital, construire un capital, le garder, essayer de le préserver. Les dents, ils bougent à 40 ans, 50 ans, ils bougent. Elles perdent leur éclat, elles perdent leur blancheur. C'est vrai. La gencive, elle se rétracte. Ça veut dire, même si on fait l'effort, on va... Mais alors, ce sourire va vieillir. Mais laissez-nous un peu d'espoir, docteur. Non, mais bien sûr, bien sûr. On garde un petit peu d'espoir. Aujourd'hui, moi je dis, tout le monde il a le droit à un beau sourire. Ça, première règle. Naturel. Ah, oui, naturel. C'est ça. Deuxièmement, it's never too late, it's never too early. C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de votre sourire. Ça, c'est important. C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Ça veut dire que l'enfant il a 6 ans ou la dame il a 86 ans. D'accord. Oui. Mais alors dites-nous, tout le monde a le droit d'avoir un beau sourire, naturellement, si l'on suit vos recommandations. Quelles sont ces principales lois du beau sourire? Oui. Alors, les lois de beau sourire, ça veut dire, première chose, c'est vous êtes responsable 100% de votre sourire. Ça veut dire, vous êtes responsable. C'est ça. On devait prendre la responsabilité du sourire. Alors, deuxième loi, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de son sourire, pour avoir un beau sourire. Troisièmement, tout le monde peut avoir un beau sourire. Tout le monde. Ça veut dire, je dirais, c'est un droit naturel. Un beau sourire naturel. Bien sûr, il faut entretenir dès le jeune âge. Il faut... Vous l'avez dit, se brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes, c'est pas suffisant. Le fil dentaire... 2 minutes. Mais ça, c'est pas suffisant, vous avez dit. Ça, c'est pas suffisant. Il faut rajouter le fil dentaire obligatoire. Officiellement, c'est 2 fois 2 minutes. C'est ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est cette histoire de 2 minutes. C'est fatigant, 2 minutes. Oui, c'est fatigant. Hein. C'est fatigant, ça va prendre du temps. Ça prend du temps pour que ça s'instaure dans les foyers. Okay. Autre chose, 2 minutes... la durée de 2 minutes, c'est hyper important. Deuxième chose, ça veut dire, si vous brossez 2 fois 2 minutes, vous aurez avoir des problèmes. Comme vous allez avoir des problèmes. Oui, c'est ça. Le fil dentaire. Le fil dentaire. Okay. Le fil dentaire, c'est une recommandation, la dernière recommandation, mais pas la moins importante. D'accord. Le fil dentaire, il est obligatoire. Okay. Même chez les enfants, vous dites vous? C'est ça. Oui, surtout pour les enfants. À partir de quel âge? À partir de, je dirais, de 6 ans. Hein. D'accord. Parce que les dents de l'enfant, ils sont serrés. C'est ça. Ils sont serrés. Et la majorité des caries de l'enfant, on les trouve entre les dents. Okay. Autre chose. Donc, on a fait brossage. Responsabilité, fil dentaire. Troisième chose, si on fait ça, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un nettoyage dentaire régulier chez le dentiste. Un nettoyage dentaire, combien de fois par an? Je recommande 2 fois par an. 2 fois par an. Ce qu'on appelait avant le détartrage. Oui, ce qu'on appelait avant le Alors, détartrage. cette histoire de détartrage, est-ce que c'est même pour les enfants, docteur? Surtout pour les enfants. C'est vrai? Oui. C'est pas un détartrage. On parle Premièrement, si on dit détartrage, surtout dans les pays comme le Maroc, c'est négatif. D'accord. C'est perçu négativement. C'est perçu négativement. Mais ce n'est pas négatif. C'est pas négatif. Parce qu'il y a une histoire, il y a des antécédents. Donc vous avez changé d'appellation. Voilà. Donc on dit teeth cleaning ou nettoyage professionnel chez le dentiste. Ça veut dire, pour une dame de 30-40 ans, brosser, faire le fil dentaire, ce n'est toujours ça reste pas suffisant. 2 fois par an. 2 fois par an, de faire un nettoyage professionnel. Où le professionnel fait un bon nettoyage avec un produit fluoré ou non. Selon le besoin. Il fait un flossing professionnel. Il utilise le fil dentaire professionnel. Et il fait un nettoyage de toutes les faces des dents. Voilà. Merci beaucoup pour vos recommandations, Dr Karim Sfiani. Au plaisir de vous retrouver prochainement et de vous retrouver aussi sur notre site mediantv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe en régie. Merci pour votre patience avec nous et à très vite.
Merci.